Ce rendez-vous est certainement l'un des plus importants, et je pèse les mots, de notre mouvement depuis sa création en novembre 2009. Nos débats, nos réflexions et nos décisions de ce jour, je le dis tout de suite, ne constituent pas un point d'étape de la vie et du fonctionnement de notre mouvement. Non, non. Je pense que les choix stratégiques et d'organisation dont nous allons débattre aujourd'hui sont, et je pèse mes mots, vitaux, je dis bien vitaux, quant à l'existence même de notre mouvement. Ou bien, nous osons nous donner les moyens d'être à l'initiative et de prendre une place originale, nouvelle, inédite dans le paysage politique français, ou bien les perspectives politiques de ce qui fut à sa création le mouvement unitaire progressiste s'étioleront et resteront à la remorque d'un système politique dont on a parlé déjà dans cette assemblée. Et un système politique, j'y reviendrai, que ne supporte plus notre peuple aujourd'hui. Il faut voir l'état dans lequel est notre population. Vous le savez, vous vivez au cœur de cette démarche. Vous avez compris qu'avec notre exécutif, je vous propose d'oser, la première version est d'avoir ensemble le courage de nous dépasser, le courage de faire émerger un nouveau mouvement des progressistes, un nouveau mouvement des progressistes, un mouvement fédérateur et citoyen, un mouvement correspondant davantage à l'époque dans laquelle nous sommes, qui a beaucoup évolué déjà depuis 5 ans, une époque du virtuel et des liens sociaux nouveaux, donc un mouvement capable de mieux répondre aux exigences politiques qui se posent, des exigences sérieuses, graves, auxquelles notre pays, notre peuple sont confrontés. Vous voyez bien, c'est donc une étape majeure, qualitative, forte, que nous devrions prendre aujourd'hui, franchir aujourd'hui. Dans cette intervention qui veut ouvrir le débat, ensuite, je vous propose que vous avez vu un peu comment se fera notre journée de travail. La première partie que je présente abordera la situation politique dans laquelle nous sommes, parce que beaucoup de choses bougent, il faut que nous soyons très concrets du point de vue politique, et l'essor de notre mouvement. La deuxième partie consacrée à la structure du mouvement, à la démarche transversale, aux réseaux sociaux, sera animée par François Béchiot. En début d'après-midi, une séquence sera consacrée à la présence de notre mouvement dans les futures échéances électorales. C'est une des dialectiques les plus difficiles à conduire, le rapport entre l'horizontalité et les expériences électorales, les échéances électorales. C'est donc notre ami Laurent Dumont qui animera cette séquence de début d'après-midi. Et enfin, je l'ai dit, Jean-Noël présentera, dans le cadre du nécessaire rassemblement des forces de progrès, la création de cette plateforme originale, la constellation progressiste, qui ne vient pas au hasard, de même que le changement de nom, ça vient parce que d'autres progressistes nous ont rejoints, d'autres progressistes de sensibilités différentes, des gens qui ne sont pas forcément dans un corps de doctrine qui était peut-être celui que nous avions au début de notre mouvement. Il faut élargir, il faut qu'ils prennent leur place dans notre mouvement. Donc, mon intervention, il y aura pas on ne va pas tout regarder aujourd'hui. Il y a des questions internationales criantes, encore le drame que nous avons connu cette nuit, cet acte terroriste. Tout ça nécessiterait un débat sur les questions internationales. Nous le ferons le moment venu. Nous ne pouvons pas tout faire aujourd'hui, mais certes, il n'y a pas de question taboue, mais nous voulons surtout ancrer notre discussion le temps nous est compté dans la journée, c'est bref, mais nous voulons surtout prendre un élan formidable avec notre mouvement. Donc mon introduction s'articulera autour de 3 questions. 1. Où en sommes-nous de l'engagement de notre mouvement dans la situation actuelle de la France ?
2. Pourquoi est-il vital que notre mouvement se dépasse, c'est-à-dire lui-même dépasse ses contours d'origine, ses formes d'organisation et ses fonctionnements pour répondre à l'urgence de la demande politique. 3. Quel mouvement nouveau, plus large, plus rassembleur, plus moderne, devons-nous faire émerger maintenant en réponse à la question que j'ai déjà évoquée, c'est-à-dire le rejet massif par nos concitoyens d'un système politique à bout de souffle et des partis traditionnels que j'estime usés et en tous les cas dans lesquels les gens ne se retrouvent de moins en moins, voire plus du tout. Alors d'abord, la première question sur le positionnement dans la situation politique actuelle. Il y a 5 ans, le mouvement unitaire progressiste, le MUP, est né d'un triple besoin. L'exigence de rassembler une gauche dispersée pour s'opposer et mettre un terme à la politique de régression sociale de la droite et de son leader, Nicolas Sarkozy. 2. Contribuer à la construction d'une alternative progressiste s'inscrivant dans une nouvelle éthique de la République et de sa politique d'approfondissement de la démocratie citoyenne et sociale et porteur de choix de justice sociale, d'égalité et de progrès humain. Enfin, 3. Faire émerger une nouvelle formation nouvelle en rupture avec les structures pyramidales des vieux partis, un mouvement citoyen, horizontal et fédérateur. C'est dans ces conditions que nous avons participé au rassemblement des forces de gauche. Déjà, Jean-Paul le rappelait tout à l'heure dans le cadre des élections régionales, mais surtout à l'occasion des élections présidentielles et législatives, et qu'ainsi nous avons contribué à la victoire de François Hollande et d'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, donc le porte-parole député Jean-Noël Carpentier, donc partie intégrante de cette Assemblée nationale. Je crois que nous avons eu raison, c'est important de bien nous situer aujourd'hui, nous avons eu raison de faire ce choix unitaire et de contribuer à battre la droite et Sarkozy. Je veux dire d'emblée que l'union est pour notre mouvement un choix identitaire. Nous sommes unitaires. Je ne vais pas m'étendre sur l'état désastreux dans lequel la droite, après 10 ans au pouvoir, a laissé le pays. Sauf à considérer que ce fut, et je lui ai dit, je l'ai dit à François Hollande, une faute politique majeure de la gauche et de lui-même, de ne pas dresser alors, et avec suffisamment de force, un véritable inventaire du désastre dans lequel se trouvait déjà la France, même si ça ne s'est pas forcément amélioré. Après 2 ans et demi de pouvoir, la situation, donc, je le disais, continue d'être difficile, voire parfois s'est aggravée. Mais, chers amis, je n'entends pas céder à la facilité dans l'air du temps de tirer à vue et à l'artillerie lourde sur François Hollande. Mais il nous faut être lucides et sans concession à l'égard des choix politiques qui, pour beaucoup, ne nous conviennent plus. Ne nous conviennent pas et ne nous conviennent plus par rapport à des engagements pris. Vous avez entendu dans les propos tout à l'heure d'un dirigeant socialiste que ce n'était pas sans poser un certain nombre de questions. Néanmoins, il faut être avec un regard équilibré. Néanmoins, il est incontestable que les 2000 milliards de dettes de la France annoncées ces derniers jours ne sont pas le fruit exclusif des politiques économiques menées depuis 2012, nous le savons. Il est vrai que l'état d'abandon des politiques industrielles et d'investissement n'est pas né ces 30 derniers mois. Et je n'entends pas négliger ou considérer dérisoire, certains le font, de bons choix engagés depuis 2 ans et auxquels nous avons apporté notre contribution. En faveur d'une refondation du système éducatif et de création de milliers d'emplois promis à l'éducation nationale, en faveur de choix sociétaux d'actualité aujourd'hui, de choix sociétaux de liberté, comme le mariage pour tous par exemple. Beaucoup de ces réformes ont trouvé et trouvent encore leurs adversaires, et en face d'elles, les forces du conservatisme, de la droite et de l'extrême droite, ce qui me conduit à dire que personnellement, je ne crois pas qu'il faille assimiler la politique social-démocrate,
c'est sans ambiguïté, menée aujourd'hui par le Premier ministre et le Président de la République au néolibéralisme et à la droite. D'ailleurs, lorsque l'on entend les derniers discours des dirigeants de l'UMP ou de Nicolas Sarkozy, en cas de retour au pouvoir, il n'y a pas d'ambiguïté. La droite annonce la couleur, son projet est ultralibéral. Et on voit bien, on peut voir là les nuances. Quand la droite, c'est 100 à 120 milliards de réduction des dépenses publiques annoncées. La droite, c'est la suppression des 35 heures, la suppression de milliers d'emplois dans la fonction publique et une attaque frontale contre les services publics, suppression de la garantie du statut des fonctionnaires, vous avez entendu tout ça, pression de l'aile la plus conservatrice et de l'extrême droite en vue de remettre en cause le mariage pour tous et peut-être plus encore, comme vous l'avez noté, la droite au pouvoir le tente en Espagne, même si la résistance est grande. Le rappel de ce projet ultralibéral terrible ne vise nullement, soyons clairs, je ne veux pas là adoucir les choses, ne vise nullement à justifier les choix économiques et sociaux du gouvernement Valls et du président de la République. Soyons clairs là aussi sur la position qui est celle de notre mouvement et de ses parlementaires. Si nous soutenons tout pas en avant en matière d'égalité et de justice, nous ne partageons pas les choix stratégiques de la politique actuelle qui cèdent à bien des égards à de nombreuses inflexions libérales. C'est pourquoi nous n'avons pas voté ou soutenu, je parle des parlementaires, la confiance au gouvernement Valls, et qu'en aucun cas il n'était imaginable de participer au gouvernement si la question, un temps soit peu, s'était posée. Cela ne signifie pas, pour nous, d'agir de concert avec ceux qui se réclament d'une hypothétique alternative à une politique qu'ils qualifient furieusement et avec facilité totalement à droite. C'est pas très sérieux. Nous ne nous retrouvons ni dans une alternative écartant définitivement une partie de la gauche social-démocrate et par là même une partie de l'opinion qui continue de soutenir cette conception, ni parmi ceux que l'on qualifie parfois, c'est ce qui est le plus fréquent, de frondeurs, et dont l'alternative, à bien des égards, est tout aussi social-démocrate. Nous n'entendons nulle part faire preuve de cécité. Oui, nous exprimons clairement notre désaccord avec une politique gouvernementale qui cède pour beaucoup à la pression libérale en matière économique, de coût du travail, de compétitivité et d'offres, une politique qui ne s'appuie pas, ou pas suffisamment, bien souvent pas du tout, sur les forces progressistes pour contrecarrer le poids des marchés et de la finance. Mais en quoi serions-nous surpris, chers amis, que ce pouvoir mette en œuvre une politique social-démocrate ? Nous le savions, une politique sensible aux adaptations à la société de marché, une politique subissant et épousant une pression libérale forte en France et surtout dominante en Europe. Faut-il pour autant tenter, et c'est important, faut-il pour autant tenter de renoncer à infléchir cette politique? Je ne le crois pas. Notre position ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. Nous ne sommes pas, je dis bien, nous ne sommes pas dans le camp de l'opposition. Mais en toute lucidité, nous refusons les choix que nous jugeons contraires à la justice et au progrès social et appuyons toute réforme positive. Chaque pas, chaque réforme, si elle est bonne, si elle est positive, nous l'appuyons. Ce qui ne va pas, nous le disons, c'est dans l'intérêt général des forces de gauche et du progrès. Parce que nous sommes la gauche progressiste, nous sommes la gauche libre et critique. Nous sommes la gauche progressiste, libre et critique. Nous ne renonçons pas à obtenir d'autres orientations que celles de la politique actuelle. Des orientations qui redonnent confiance aux couches populaires. Mais nous n'acceptons pas une politique qui conduit la gauche dans une impasse que nous jugeons souvent dangereuse et même parfois suicidaire à bien des égards. Et une fois qu'on a dit ça, je dis les choses clairement parce que nous participons les uns les autres dans des démarches unitaires, et bien que les choses ne sont pas simples, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc dans cette affaire, c'est très complexe. Oui, nous pensons, nous avons la faiblesse, je ne pense pas que ce soit une faiblesse, de penser que nous pouvons faire autrement.
qu'il peut y avoir une autre politique de gauche dans ce pays et qui regagne comment dirais-je, la confiance du mouvement populaire, des couches moyennes également. Je ne vais pas être exhaustif, mon propos devra être assez court, mais la gauche peut faire autrement au plan de l'argent public, en contrôlant l'utilisation de l'argent public. Vous voyez, au-delà des 41 milliards du pacte de responsabilité, plus de 100 milliards chaque année sont accordés comme ça aux entreprises, souvent d'ailleurs d'abord aux grandes entreprises. Nous avons fait la démonstration, j'ai remis un document, je ne sais pas si j'étais pas avec Jean-Noël ce jour-là, à François Hollande, disant voilà, j'ai moi porté une loi, la République, dans les années 2000, qui était une loi visant à l'évaluation des fonds publics, pour qu'on sache en face de ces fonds publics ce qu'on pouvait effectivement dégager comme emploi, comme investissement. Le calcul fait par des experts nous montre que 10 milliards pourraient être dégagés sur les 100 milliards et les dégager, nous le disons, pour la justice sociale qui redonne confiance aux catégories populaires. La gauche peut faire autrement, en contribuant à stopper l'évasion fiscale au plan international. Une commission du Sénat a fait la démonstration, 60 milliards chaque année. Vous vous rendez compte, quand on nous évoque les milliards à raboter, 60 milliards d'évasion fiscale. Et là, ça appelle effectivement des mesures, certes, plus internationales, européennes, mais il faut avoir le courage de s'attaquer à cela. La gauche peut faire autrement, plutôt que d'amputer les dotations des collectivités locales, là, de 7 à 10 milliards. Et au contraire, on pourrait faire des collectivités locales un pont en avant, une avancée sur les investissements. Ils ont joué un rôle considérable pour que la France ne soit pas anéantie au moment de la crise de 2008, les collectivités territoriales. 70% du budget civil des collectivités, vous le savez, est un budget qui va à l'investissement, qui va... Aujourd'hui, que nous disent un certain nombre de grandes entreprises, il y a beaucoup d'élus ici, ils le savent, ils viennent nous dire mais bon, on n'a plus de marché, on n'engage pas ce qui est nécessaire. Et là, on va encore faire reculer de 5, 7, 8, 10 milliards, et je n'évoque pas là l'augmentation de la pression fiscale qui va augmenter au niveau des collectivités territoriales parce qu'on ne peut plus faire face ou alors on ferme les services. Voilà des questions fondamentales parce que c'est sur cette base que la gauche a été élue. Moi, c'est sur cette base que j'ai fait campagne avec François Hollande. Donc, je dis, il est temps encore de faire autrement. C'est possible. La gauche doit abandonner toute idée, par ailleurs, et je ne développe pas, vous y reviendrez, de faire des économies de dépenses sur les collectivités grâce à une réforme territoriale conçue bien souvent hors des élus et même parfois contre eux. Il y a la nécessité de retravailler ces questions. Faut-il ici que j'évoque les choix audacieux en matière d'investissement et de croissance que l'on serait en droit d'attendre aussi d'autres choses? La politique européenne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette politique européenne, malgré que nous avions souhaité d'être entendus dès l'élection du président de la République au niveau européen, il est clair que pour l'essentiel, cette politique se tourne davantage, s'est tournée, mais continue néanmoins vers des choix d'austérité et où le poids de la finance continue d'être écrasant. Il y a des choses à faire au plan européen. Ne nous trompons pas, nous ne sommes pas des gens du repli, nous ne sommes pas comme un certain nombre de populistes. Nous pensons que c'est en Europe que nous pouvons aussi avoir de grands débouchés avec des plans majeurs d'équipement, de transport, d'infrastructures. Il y a d'immenses possibilités, les technologies nouvelles. Voilà, je vais m'arrêter là, mais j'ai voulu, dans cette première partie du propos, montrer qu'à la fois, nous portons un jugement sévère sur l'évolution de la politique actuelle, mais nous ne sommes pas un parti d'opposition, nous ne dirons pas que la droite, voire ou les extrêmes n'attendent rien. Nous sommes, dans une démarche visant à faire revenir à une politique plus à gauche, parce que ne baissons pas les bras, tout n'est pas perdu. Même si chaque moment qui passe, chaque décision prise est souvent quelque chose qui altère nos perspectives. Mais voyons comment, nous, ici, notre mouvement, nous pouvons faire. Nous voulons être constructifs. La deuxième question
que j'aborderai donc de ce propos introductif. Pourquoi est-il vital que notre mouvement prenne aujourd'hui la responsabilité d'engager sa propre mutation pour mieux répondre à l'urgence politique? Vous savez, depuis des semaines, je multiplie les rencontres, les émissions de radio, de télévision pour promouvoir mon bouquin. Ce livre, beaucoup d'entre vous le savent, il est personnel, mais je l'ai écrit pour notre mouvement. Certes, mon intuition concernant la crise politique des partis traditionnels et des institutions était déjà flagrante il y a 5 ans, lorsque nous avons créé le mouvement unitaire progressiste. La création de ce mouvement se voulait déjà une réponse à la défiance de l'opinion vis-à-vis de structures politiques anciennes et un besoin fort de faire la politique autrement. Je vous le dis très franchement, je n'imaginais pas néanmoins que cette intuition, les partis vont mourir et ils ne le savent pas, serait aujourd'hui d'une telle pertinence, d'une telle actualité. Pourtant, depuis des années, nous voyons grandir la crise de la représentation politique. Et nous sommes là des élus dévoués ici, tous, je vous connais tous, je sais ce que vous faites sur le terrain, mais vous voyez bien qu'il y a de la défiance désormais, même quand on fait du bon boulot, il y a de la défiance. La fonction politique s'est étiolée. Et ce dépérissement a plusieurs facteurs, tient à plusieurs facteurs. Le fond, une crise du système libéral mondialisé et le recul des valeurs démocratiques et républicaines. 2, la dérive monarchique des institutions et le présidentialisme dans un pays comme la France. Tournons pas autour du pot, c'est un handicap majeur. Et l'obsolescence des structures des partis et des appareils politiques. Sur ce dernier point, comment ne pas voir aujourd'hui, en effet, que les appareils des partis traditionnels, et ici on est tous à avoir connu, au moins beaucoup d'entre nous, le fonctionnement de ces partis traditionnels, dans d'autres périodes certes, mais quand même déjà, nous voyons bien ce centralisme excessif avancé. Ces partis traditionnels sont devenus souvent des outils confisqués. Ils sont confisqués par des écuries présidentielles souvent, ou des baronnies locales. Elles sont confisquées par des professionnels de la politique. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais d'autres en ont. Des professionnels de la politique, tous issus, ou presque, du même moule, interchangeables, et qui n'ont pour ambition, en fait, que le pouvoir, garder le pouvoir, ne pas le partager, à la limite le partager avec la famille. Mais c'est pas ça la fonction démocratique. Voilà. Et oui, le pouvoir qu'ils veulent, c'est pas un pouvoir pour défendre l'intérêt général, mais un pouvoir pour l'occuper pour eux-mêmes et pour s'efforcer de le conserver par tous les moyens, même durablement. Nos concitoyens, et c'est une analyse globale que je fais, ce n'est pas seulement à droite, c'est aussi beaucoup à gauche, il faut être clair. Nos concitoyens, vous savez, les gens ont du bon sens, et ils sont souvent, ils anticipent souvent les choses. Nos concitoyens ressentent profondément ce comportement et considèrent légitimement inutiles ces structures politiques confisquées par une sorte de caste hors sol. Comment alors s'étonner de l'opinion des Français à ce sujet? Différentes enquêtes, c'est pas moi qui l'invente, différentes enquêtes d'opinion de différents organismes de sondage ou d'autres structures, on atteste, en 2014, 85%, chers amis, 85% de nos concitoyens disent ne plus avoir confiance dans les partis politiques. 85%, ça doit nous alerter quand même. 84% considèrent qu'ils ne leur sont pas utiles. Tenez-vous bien. 64% considèrent que les hommes et les femmes politiques sont corrompus. Voilà la réalité. Et il faudrait continuer avec ce mécanisme-là, avec ces partis-là. Il faut faire autre chose. Sinon, les gens nous jettent. Et je reviendrai sur ce qui se passe avec l'extrême droite. Cette rupture du lien entre peuple et pouvoir, entre citoyens et partis politiques, entre base et élite, se révèle ainsi à travers une crise sans précédent, je dis bien sans précédent, de la représentation politique.
Où cela nous conduit-il? Un monde politique qui apparaît comme un champ de ruines. La légitimité de la représentation anéantie. Une abstention record dont il faut comprendre, bien comprendre, et c'est notre rôle ici aujourd'hui, le sens politique. Un front national qui occupe allègrement et dangereusement ce vide politique. Regardons de près le dernier scrutin européen. C'est le dernier que nous avons. Et il est particulièrement révélateur d'une évolution sociologique des électorats, et en premier lieu d'un électorat populaire qui se portait ultérieurement sur les partis traditionnels, souvent de gauche, mais aussi de droite, il faut bien le dire. Où se situe-t-il aujourd'hui, cet électorat populaire? Les résultats des élections européennes doivent être regardés avec beaucoup d'attention. Vous noterez qu'un certain nombre d'experts n'en parlent déjà plus. Il faut regarder la réalité. La réserve que nous devons mettre, certes, en rappelant que ces élections sont généralement marquées d'un désintérêt et d'une forte abstention. Mais cette remarque ne résiste pas à l'analyse des scrutins précédents, les municipales et les élections législatives partielles pour lesquelles les mêmes tendances ont été révélées. Le Front National arrive en tête aux européennes avec 4 700 000 voix et plus de 10% de l'électorat, des électeurs inscrits. Les démocrates que nous sommes et bien d'autres, des milliers d'autres, s'en sont légitimement émus, d'autant que la gauche, extrême gauche incluse, toute la gauche, ne réunit dans ce scrutin qu'à peine 13% des électeurs inscrits. Quant à l'abstention, et c'est là que je veux attirer votre attention pour notre mouvement, l'abstention, elle représente, et c'est à mon avis l'élément majeur, près de 27 millions d'électeurs inscrits et 58% du corps électoral. Qui ne voit pas que c'est dans cette réserve électorale que se situe, pour une large part, l'essentiel de l'avenir démocratique de notre pays? Ces hommes et ces femmes qui se détournent des partis traditionnels pour se réfugier dans l'abstention sont ciblés par le Front National, qui en gagne, c'est incontestable. Ayons la lucidité de le dire et d'affirmer que pour l'essentiel, cet électorat ne retournera pas aux partis traditionnels. Ne nous trompons pas, on sera appelé à en parler, il ne retournera pas vers ces partis traditionnels. Une partie peut-être, mais dans sa masse, non. Parce qu'il y a cette distance. Je ne vais pas être trop long encore, mais encore une enquête qui est extrêmement importante. Que montrent en effet les enquêtes sur l'abstention de mai 2014? 70% d'entre eux, de ces abstentionnistes, appartiennent à des foyers, tenez-vous bien, gagnant moins de 20 000 € de revenus annuels, 1 600 € bruts par mois. 69% de ces électeurs abstentionnistes sont chômeurs, 68% sont des employés, 65% des ouvriers. Quand on sait par ailleurs que, selon l'Ipsos, 87% des ouvriers, c'est tout récent, pensent que le système démocratique fonctionne mal et que leurs idées ne sont pas bien représentées. La sociologie de ces abstentionnistes est beaucoup, il faut le dire, celle du Front National. Quand on regarde la composition de l'électorat du Front National, on voit que les abstentionnistes n'ont pas été au Front National, ils résistent, mais il y a là quelque chose à regarder de près, parce que vous voyez bien ce que pourrait être un mouvement qui s'amplifierait en la matière. Cet électorat du Front National, il dit pour l'heure, je le cite, le FN bénéficie d'une dynamique positive, mais compte tenu de l'ampleur du potentiel électoral d'autres, pourrait se structurer sur les ruines des partis traditionnels. C'est pas dans mon livre que vous trouvez ça, c'est dans un livre qui vient de sortir d'un sociologue français qui nous interpelle par rapport à cette démarche. Lorsque nous disons que notre mouvement progressiste doit être en phase avec un engagement politique de type nouveau, ne devons-nous pas être capables d'offrir à ces hommes, à ces femmes, le moyen de se faire entendre, le moyen pour eux de trouver ou de retrouver le chemin de la politique, si ce n'est de l'engagement politique, à une condition essentielle,
aller l'essentiel, effectivement. Rompre avec tout ce qu'ils rejettent des pratiques politiques révolues, à condition encore de leur permettre de trouver un équilibre à eux-mêmes entre l'action collective que nous pouvons proposer et leur épanouissement individuel. Certains politologues avancent la thèse d'un divorce tel entre le peuple et l'élite qu'il conduirait à gommer le clivage gauche-droite. Je crois personnellement, au contraire, qu'une offre politique nouvelle, fondée sur les valeurs sociales de la gauche et la renaissance du progrès, est de nature à redonner sa pertinence au clivage gauche-droite tel qu'il a été marqué au fil des siècles dans la démarche démocratique dans la République depuis la Révolution française. N'abandonnons pas l'idée d'un clivage pertinent gauche-droite, mais redonnons à la partie gauche ses valeurs profondes, démocratiques, républicaines, de manière à pouvoir effectivement à nouveau être reconnu par l'opinion qui s'en écarte aujourd'hui. Pour résumer ma pensée, c'est encore un avis qu'il faut discuter, mais pour résumer ma pensée, contenir la montée du Front National, qui est la question importante, incontestablement, en dressant, ça a été le cas souvent, une sorte de front, souvent artificiel d'ailleurs, de front républicain des partis, mais surtout que ce serait un front républicain des partis dont le crédit politique est contesté par les couches populaires même qui sont dans l'abstention et qui s'interrogent. Non seulement ce concept de front républicain me semble dépassé aujourd'hui, mais me semble inefficace, mais risque, à mon sens, de conduire à l'effet inverse à bien des égards. J'ai la conviction que le moyen le plus efficace pour contrecarrer la montée des forces populistes et de l'extrême droite tient à l'émergence d'un mouvement citoyen capable de porter dans les territoires, comme sur les réseaux sociaux, les colères, les exigences sociales et sociétales de tous ceux qui veulent un engagement utile à leur vie quotidienne et des perspectives d'avenir. C'est le sens politique que nous devons, je crois, donner au mouvement des progressistes dans sa forme et ses actions nouvelles. Je retiens, je ne vais pas développer, ce n'est pas le lieu ici, mais nous avons un certain nombre d'axes que le mouvement a déjà travaillé, retenu, qui font notre politique, notre projet. Il faut, chers amis, que nous les retravaillions un par un, que nous trouvions, que nous mettions en harmonie les idées générales que je vais énoncer là et l'intérêt des gens et leur vie quotidienne et ce qu'ils vivent tous les matins. Ils ne sont pas plongés dans la politique jusqu'au cou, ils ont une réaction, un rejet. Il faut voir comment tirer ces gens-là. Il ne faut pas les mettre à l'extérieur, il faut les intégrer à ces changements, ça me semble important. Nous avons 6 axes, la justice sociale, toutes les questions, c'est le premier, toutes les questions d'emploi, de formation, d'éducation, de logement et de santé, autant d'urgences sociales dans lesquelles la priorité de la place des jeunes et des femmes doit être constante. On reste trop général en la matière, compris, je ne dis pas dans la gouvernance actuelle. La démocratie, une double action. Il faut faire reculer, parce que ceux qui disent on va tout de suite mettre en place la 6ème République, ça fait sourire. Il faut voir l'état de l'opinion, ce que je viens de décrire. Par contre, faire reculer le présidentialisme en faveur d'une république parlementaire avec un mandat présidentiel qui pourrait par exemple être amené à 7 ans, non renouvelable, parce qu'on sait les dégâts qu'ont causé l'inversion du calendrier, et l'introduction d'une proportionnelle réelle aux législatives, un véritable statut de l'élu. Nous voulons contribuer, c'est aussi un élément démocratique important, ça nous concerne, à un essor radicalement nouveau de la démocratie participative. Nous ne savons pas encore bien l'apprendre sur le terrain, la démocratie participative et dans l'entreprise, comme si la citoyenneté s'arrêtait à la porte de l'entreprise. Il faut développer la démocratie sociale. Troisième thème, axe, la justice fiscale. J'ai évoqué le contrôle de l'utilisation des fonds publics aux entreprises, mais il faut évoquer ce qui n'a pas été fait, cette réforme structurelle profonde de la fiscalité, et aussi des mesures draconiennes contre l'exil fiscal.
on a là des sujets sur lesquels nous pouvons avancer. Jean-Noël vient de le faire encore à l'Assemblée. L'Europe, un engagement déterminé doit être conduit par nous en matière de politique européenne. Parce que, quand je dis politique européenne, c'est parce que nous ne sommes pas dans le repli souverainiste, nous ne boudons pas l'Europe, nous voulons simplement relancer la machine productive, la croissance et l'emploi. Je vais vite, parce que ce n'est pas le lieu. Les questions environnementales et l'écologie, nous pouvons développer, je l'explique dans le livre, un concept d'euro-progressisme qui prendrait en compte l'évolution nécessaire d'une transition écologique. Et en même temps les idées de progrès qui sont des idées non productivistes. Les questions internationales, là aussi, nous y reviendrons sûrement dans une rencontre ultérieure, mais comment ne pas nous préoccuper de l'axe majeur qui nous concerne, l'axe majeur de coopération et de développement entre la France, l'Europe et le continent africain. Vous voyez ce qui s'y passe, ce qui peut s'y passer, y compris par rapport aux déséquilibres généraux. Voilà, j'arrête là. Troisième et dernière question, là je serai court. Quel mouvement nouveau, plus large, plus rassembleur, plus moderne, devons-nous faire émerger maintenant en réponse au rejet massif de nos concitoyens du système politique et des partis traditionnels? C'est en réalité la question qui nous est posée, c'est la question qui m'est posée, je vous le dis, dans toutes les interviews que j'accorde, vous en entendez certaines, depuis la sortie du livre. Que me dit-on? On me dit, vous nous dites que les partis politiques vont mourir. Alors, par quoi les remplacez-vous? C'est une question de bon sens. Et c'est une question au centre de nos débats. Après 5 ans d'existence, le mouvement unitaire progressiste a pris une place non négligeable dans l'espace politique. Jean Peluchon l'évoquait tout à l'heure. Près de 500 têtes de réseau rayonnent auprès de 2500 personnes qui sont autour de nous, même s'ils ne sont pas directement dans le mouvement. Mais cette dimension respectable, disons-le, elle est totalement insuffisante. On doit désormais occuper un espace plus grand, plus large, parce qu'il y a, chers amis, ne nous trompons pas, quand je dis qu'il faut être lucide avec la politique du gouvernement, il faut être lucide avec nous-mêmes. Il y a un seuil critique à dépasser. Et il faut le dépasser, parce que sinon nous ne pourrons pas jouer ce rôle. Il faut donc avancer, il nous faut révolutionner nos ambitions sur Internet, les réseaux sociaux. François y reviendra dans le deuxième thème, et vous pourrez largement en parler. Nous devons, en tout état de cause, notre présence électorale dans les institutions dont nous ne sommes pas maîtres doit être systématique dans tous les scrutins, et bien sûr avec l'esprit d'abord d'union. Ce thème fera aussi l'objet d'une intervention et d'une animation de Laurent Dumont et tout l'après-midi. Cette présence sur le terrain est indispensable à notre essor. Elle se fait sur la base de valeurs progressistes que nous portons, dans un esprit permanent de contribuer au rassemblement des forces de progrès et avec l'audace d'une formation politique qui, à l'inverse des partis traditionnels, renverse en quelque sorte la pyramide pour faire émerger une offre politique inédite, horizontale, permettant d'intégrer de nouveaux acteurs politiques et sociaux. J'ai dit audace, permettez-moi de souligner toute une série de dispositions qui se prennent. Je pense à l'audace de nos amis de Haute-Garonne qui ont fait une liste au sénatorial. Nous n'avions pas un seul grand électeur, mais il fallait nous faire connaître, il nous faut nous faire connaître dans les départements. Ils ont réuni un certain nombre de suffrages limités, très limités, mais c'est déjà des gens, des grands électeurs que nous ne connaissons pas, qui ont voté pour notre mouvement. Mais cela dit, il faut multiplier les démarches audacieuses. Si nous avions su, nous aurions multiplié ça pour montrer le poids que nous pouvons représenter d'une façon générale. J'ai dit que l'un des fondements de notre mouvement était de rassembler. Depuis la création du MUP, la démarche unitaire a été constante. Mais aujourd'hui, nous butons, disons-le, c'est pour ça que je suis très heureux que des amis soient là et que nous allons encore y revenir à propos de la constellation, nous butons sur les limites de notre construction initiale.
Nombreux sont ceux et celles qui veulent fédérer leur engagement au nôtre. Des gens qui ne sont pas dans notre mouvement, qui le regardent et qui disent « on veut faire les choses avec vous ». Les députés, Jean-Noël pourrait le dire, de différentes sensibilités qui viennent vers nous, qui s'interrogent. Il y a une grande interrogation dans le peuple de gauche notamment, et aussi chez les écologistes. Cela implique de partager, il faut partager, et de mettre en commun avec d'autres les forces de notre mouvement. Déjà, les statuts du mouvement unitaire progressiste permettaient la double appartenance avec une autre formation politique ou association de progrès. Il faut aller plus loin, beaucoup plus loin. Notre exécutif a décidé de proposer la mutation de notre mouvement et son ouverture en créant une nouvelle structure politique rassembleuse d'autres composantes de mouvements progressistes issus des mouvements politiques de gauche et au-delà. Il n'y a pas que les mouvements politiques, il y a bien au-delà, dans le monde associatif, la société civile, chez les élus. Ici, il y a des élus qui peuvent en témoigner, des personnalités démocratiques également, j'en ai cité au tout début de mon intervention. Jean-Noël Carpentier y reviendra tout à l'heure, en fin de séance. Vous l'avez compris, chers amis, le sens aujourd'hui, et je termine, le sens aujourd'hui de cette rencontre, c'est la création d'un mouvement citoyen nouveau, le mouvement des progressistes. Vous voyez bien l'évolution, c'est-à-dire nous voulons élargir, nous voulons d'autres avec nous qui ont la même démarche progressiste. Des réunions ultérieures sous la responsabilité de l'exécutif sortant viendront finaliser son existence statutaire et son fonctionnement démocratique, d'ores et déjà, aux côtés de ceux ayant rejoint ce mouvement. Pourront se retrouver des amis souhaitant être associés et apporter un soutien au mouvement des progressistes, au MDP. Ils pourront devenir, c'est un concept nouveau, des soutiens libres du mouvement. C'est-à-dire qu'ils seront à côté du mouvement, peut-être certains franchiront pas, d'autres voudront garder leur réserve, leur autonomie, mais ils seront un soutien libre du mouvement. On sent qu'aujourd'hui, je ne vais pas développer, mais les gens ne veulent plus rentrer dans des structures politiques liées à la crise que je vais évoquer tout à l'heure, où on est dans un carcan, enfermé. Ça existait, moi j'ai vécu ça positivement même, mais c'est fini. Il faut leur laisser une part d'autonomie, de liberté. La liberté, on ne gagnera pas contre Le Pen, sur les questions que j'ai évoquées tout à l'heure, sans une grande démarche de liberté. Hein, et ces soutiens libres correspondent, c'est un concept que nous avons inventé. C'est nous, ça. Hein, et notre objectif est de porter notre mouvement et ses soutiens libres associés très vite à un effectif, j'ai évoqué un seuil critique. Il faut que nous ayons rapidement un effectif entre 5 000 et 10 000 personnes dans notre pays. C'est parmi eux que nous lancerons un appel à candidature pour les élections à venir. Nous y reviendrons dans le débat. Mais nous devons, pour réussir, avoir l'audace d'aller plus loin. Nous vous proposons de créer le mouvement des progressistes, un mouvement inédit dans notre pays, qui, dans des formes différentes, je le dis, a déjà vu le jour dans des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, même si ce n'est pas forcément des exemples qu'il faut absolument regarder mécaniquement. Mais en France, n'existe pas un mouvement du type de ce que nous voulons proposer. Il faut donc que nous prenions l'initiative. Ça peut être vraiment majeur. On peut bouger les lignes avec une telle démarche. Et nous allons l'annoncer en grand dans une conférence de presse dans les semaines qui viennent. Nous voulons être désormais un mouvement e-progressiste. Pas comme d'autres partis traditionnels, parce que certains disent, mais d'autres l'ont fait, des partis traditionnels aux moyens financiers débordants qui se servent uniquement d'Internet pour des moyens avec des hommes, etc., uniquement d'Internet au service de leur parti. Nous, c'est très important. Ce que nous proposons, c'est autre chose. C'est un site totalement nouveau dans sa forme, mais surtout dans sa fonction, celle de faire passer Internet d'un moyen de communication à un moyen d'organisation et d'action de notre mouvement citoyen. À partir de la démarche numérique, nous voulons, à travers les réseaux sociaux, être une caisse de résonance de la vie de nos concitoyens, porteurs avec eux de leurs cris, de leurs doléances, de leurs voix, être un lien fédérateur d'idées et d'actions, en bref, sans renoncer, vous entendez bien,
aux autres formes que beaucoup d'entre vous mettent en œuvre avec beaucoup de talent sur le terrain. Il y a des autres formes anciennes qu'il faut continuer, mais nous voulons mettre Internet et les réseaux sociaux au cœur de notre organisation. C'est vital. Vous savez, en France, 85% des Français vont sur Internet. C'est les chiffres de l'INSEE. Et nous n'avons pas les moyens financiers d'avoir des professionnels de la politique dans les départements. Nous n'avons pas les moyens. Donc nous utilisons, peut-être que la loi ne nous permettra plus de le faire dans quelques temps, mais je crois que non. Mais nous voulons utiliser ce vecteur essentiel qu'est la communication moderne. Soyons lucides, l'espace, je termine, l'espace laissé en jachère, je dis bien en jachère, par les partis traditionnels, qui ne remplissent pas leur mission démocratique pour des millions de Françaises et Français, nous le savons. Cet espace est désormais l'objet de convoitises. Ayons l'audace de proposer, avec le mouvement des progressistes et son site internet progressiste, des structures nouvelles pour un autre engagement citoyen et politique. Ne laissons pas à l'extrême droite le soin de tenter de récupérer tout ça. Il y a là quelque chose d'essentiel. Et je dis bien, je ne fais pas un procès aux partis politiques anciens. Ici, ils arrivent à se métamorphoser, je ne le crois pas. Tant mieux. Mais ce que je dis, c'est que la nature a horreur du vide. Il faut que nous soyons porteurs des cris qui sont prononcés par des gens là, sinon ils iront ailleurs, même si certains d'ailleurs restent encore dans l'abstention. Tout ça aura des conséquences démocratiques pour un pays comme le nôtre, qui peut très bien se retrouver, si nous ne savons pas nous organiser, dans une longue période de traversée du désert pour la gauche française. Donc, je ne suis pas alarmiste, parce que je serais alarmiste si je n'avais pas des propositions avec vous constructives. Inventons ce moyen, cet outil politique qui manque actuellement à notre pays, notamment aux couches les plus populaires. Bon, merci Robert, nous allons tout de suite enchaîner. Donc, comme je le disais ce matin en petite introduction, sur la